Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous partage une archive parce que je l'ai trouvée, j'ai dit des choses que je trouve que j'avais eu l'envie de le partager. Donc pourquoi pas vous le partager ici. Je sais que certains sont un peu perdus par rapport au fait que je partage des anciennes vidéos et des nouvelles. Bientôt les anciennes seront épuisées, donc on n'aura que des nouvelles. Ça sera plus simple. Pour le moment, je vous partage celle-ci. Alors, il faut que je précise quelque chose. Elle se passe dans la cabane. L'hiver de 2021 à 2022. J'ai expliqué pour des raisons de famille. Oh, deux chevreuils. Oh, deux chevreuils qui dormaient là, juste. Ah, c'est pour ça que je les entends. Hier soir, j'ai entendu. Hier soir, j'ai entendu que ça craquait pas loin de la caravane. C'était deux chevreuils. Des fois, ils passent par-dessus la clôture. Alors donc, la cabane, je voulais y installer un habitat, puisque j'ai expliqué que pour des raisons de famille, il fallait qu'on reste dans ce secteur, donc on prend moins la route, etc. À la base, je voulais vendre le camion, bref, donc tout ça, c'est la vie qui l'orchestre. Moi, je fais, comme je vous l'ai dit, d'étape en étape en fonction de ce qui me semble juste au moment où les événements arrivent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé comme événement? Justement, l'hiver dernier, j'ai fait une chute. J'ai rêvé que j'avais un rat qui descendait, puisque j'en avais entendu et vu la veille. J'ai rêvé qu'il y avait un rat qui descendait dans la cabane et j'ai plongé pour essayer de l'attraper. Et comme je suis somnambule depuis que je suis petit, en fait, j'ai raté. Le lit était à 1 mètre du sol, je suis tombé, je me suis ouvert dans un bac de maçon avec des pignes de pin. Mais le truc, c'est que ce que ça m'a fait prendre conscience, c'est que mon somnambulisme, il n'était pas fini et que je pouvais chuter de la cabane quand il y a Johan, etc. Donc par sécurité, j'ai décidé de prendre la caravane parce qu'elle me permet, contrairement au camion, d'être dans un espace un petit peu plus loin, dans ce petit coin de forêt privée. Voilà. Donc des fois vous entendez en contrebas des voitures ou des camions parce qu'il y a une route plus bas et là on est un peu en hauteur en plus. Et donc en contrebas, on entend avec un levant vers ici, on entend. Bon, moi ça me gêne pas, ça peut être gênant dans les enregistrements. Moi ça me gêne pas parce que ça me rappelle combien beaucoup de personnes sont sur les routes, combien de personnes aussi font des choses qui leur plaisent pas, et donc j'ai une pensée pour eux à chaque fois. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo. Excusez parce que je vais vous laisser le générique, mais là aussi pour les chaînes, il y en a qui m'ont demandé mais t'avais pas d'autres chaînes avant? Oui, j'avais une chaîne sur l'animalier et j'en ai eu marre aussi de partager. J'ai voulu faire un terme. Et donc, je trouvais qu'il y avait trop d'images sur Internet. Et donc, je voulais pas non plus. J'avais une autre chaîne qui était pour mes clients, avec qui je faisais du montage vidéo. Cette chaîne, elle existait depuis 10 ans. Je l'ai récupérée, en fait. J'ai enlevé les anciennes vidéos clients et je me suis exprimé sur ce mode de vie alternatif. Sauf que les gens, ils étaient pas du tout là pour ça. J'ai supprimé, en fait. Et après, j'ai créé une chaîne qui s'appelait Jonas Tong. Donc, je salue la personne qui nous a retrouvés, où là j'ai été resté masqué comme j'ai expliqué, parce que je voulais être anonyme. Mais par rapport à Johan, en grandissant, on aurait dit que j'étais recherché par le grand banditisme, donc voilà, je parle à visage découvert, ok, c'est mon fils qui le souhaite, en avant Guingamp, on fonce. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai changé, à quel moment j'ai senti qu'il fallait déclencher mon deuxième arrêt professionnel, celui de 2009. Allez, c'est parti. À bientôt. Allez, voilà. Bon, donc j'avais créé la Vandide à ce moment-là. Excusez, j'ai perdu le fil. Et à la Vandide, c'était quoi? C'était un peu une opposition à la Van Life où tu vois le string un petit peu dans les fesses. La Vandide, c'était la mort des illusions, une vie beaucoup plus proche du froid, beaucoup plus proche d'une vie un peu plus roots, on va dire, que les images qu'on peut avoir d'une Van Life idyllique, tu vois. Et donc ça m'avait plu, j'avais créé ce générique avec la Vandide. Et puis à ce moment-là, j'en avais eu marre, je m'avais bavé beaucoup sur ma barbe. Donc l'année dernière, j'avais coupé un côté et l'autre non. Et donc vous avez le générique de la Vandide. Bon, de toute façon, on va avancer comme ça. Hein. On va pas chercher à organiser cette chaîne alors que notre vie ne l'est pas. Hein. Ok, j'ai appris une chose, parce que moi je suis bordélique depuis que j'étais petit. Ma mère une fois elle avait craqué, elle m'avait dit je t'ai laissé pendant 1 mois un paquet de linge sale au milieu de ta chambre et je t'ai regardé à des moments quand je venais te voir et tu le contournes. Ça te gêne pas? Et donc c'est vrai que j'ai une tendance à m'habituer et après je peux te contourner un truc qu'une personne enlèverait. Alors j'ai vu pour une fois, parce que souvent on dit les bordéliques c'est pas normal et compagnie, il faut être rangé, etc. Alors j'ai vu l'autre fois quelque chose, quelqu'un qui disait il y en a marre d'habituer les gens à être rangés
parce que vous ne les préparez pas au chaos que sera leur existence. Alors en fait, le bordélique, il disait, il est habitué à vivre dans un chaos, ce qui fait que quand sa vie est complètement démantibulée, il perd pas ses repères par rapport à quelqu'un qui a l'habitude d'être rangé. Ce mec, putain, il faisait l'apologie du bordel. Oh, alléluia. Alors bon, on va dire que j'ai un bordel non organisé, que bon là par exemple, je vais faire le lit de mon fils. J'ai remarqué la dernière fois qu'il est venu, là il arrive dans 2 jours avec petit pépère. J'ai remarqué que il avait le lit froid parce que je stocke au sol dans un placard et c'est glacé. Et donc là, je vais le sortir pendant 2 jours, j'y mettrai la bouillotte, je vais y faire un lit un peu plus confortable parce qu'il m'a dit qu'il avait eu froid la dernière fois. Voilà. Ok, donc je vous donnerai des nouvelles de Titi, on a aussi plus tard, et je vous laisse avec cette vidéo qui est un peu longue bien sûr, où vous allez entendre, des fois je vous emmène au WC sec, je parle avec vous au WC sec. Bon, ça va pas plaire à tout le monde, bien évidemment, et de toute façon on s'en fout un petit peu parce qu'on n'est pas tout le monde. Et pour ceux qui trouveront quelque chose de sympa, eh bien, elle est là pour vous. Hein. On est dans la salle de muscu, c'est plein de baies vitrées, il y a un poisson rouge dans un bocal à l'entrée, et il me dit, tu vois, toi t'es plus con que ce poisson rouge, lui il cherche toute la journée une sortie pour être libre, et toi, la porte est ouverte, et tous les jours t'y rentres. J'ai toujours ce pli là, ouais, je crois pas que ça soit l'oreiller. Je me demande si quand je suis comme ça, il va falloir que je change de polaire parce que je vois que ça fait plusieurs vidéos de plusieurs jours avec la même polaire. Bon, on va allumer le poêle. Bon, j'ai une pause water closet et je vous emmène pas cette fois-ci. Et je les ai vidés. Je les ai vidés. Bon, quoi que si je vous emmène, on continuera de charrer. Allez. Et là, j'ai un événement croustillant. Mais il se passe quelque chose avec une patate. Je suis là, 2 ou 3 jours plus tard. C'est pour dire que les signes, parfois, ils sont surprenants. Je suis là, 2 ou 3 jours plus tard, en train de lui donner un cours dans cette salle de muscu à Narbonne. Je regarde à côté du pneu d'une bagnole, il est là, lui. Oh, j'ai dit, putain, regarde, c'est pas une patate. Et il y avait une pomme de terre qui était tombée d'une voiture qui gisait au sol, à côté de la roue d'une voiture. Et là, je sors. Je sais pas, je peux pas laisser cette patate sur le béton. Je sors de la salle, je vais la chercher. Ça le fait rire. Elle avait comme un petit ventre. Je vous mettrai des photos, je vais les retrouver. Je vais vous les retrouver. Et en fait, je la mets chez moi. Je la pose. Ça évoque rien sur le coup, mais je pouvais pas la laisser. Au printemps, il y a un truc qui se passe. Cette patate, elle a comme un ventre, comme une tête. Il y a 2 bras qui poussent en germe, 2 jambes qui poussent en germe, et comme un nez. Et donc quand je la vois, je l'appelle sauver du parking. Parce que je sais pas comment l'appeler. Je sais pas comment l'appeler, et ce qui me vient, c'est sauver du parking. Sauf qu'il y a un truc qui se passe. C'est que je me dis, tu peux pas laisser cette patate sans la remettre en terre. Sauf que je suis à Narbonne, mais là je vais faire la route, un samedi, pour aller la planter. Je la plante, et je rentre. Et je reprends la route. Et là, dans la voiture, il y a une phrase qui me vient, c'est « Tu viens de faire 2 heures de route pour aller planter une pomme de terre dans une terre que tu estimes bonne, et toi tu rentres dans une terre qui est même pas bonne pour planter une patate. C'est ça que tu t'infliges. Est-ce que tu n'es pas prêt? Est-ce que tu n'es pas prêt à tout quitter? On est début 2008, au printemps. Mon but, c'est de ne pas fuir. Voilà. Et je ne sais pas à ce moment-là. Je ne sais pas si j'en ai marre, mais il y a un événement sur lequel je vais pouvoir engager ma vie et tout foutre en l'air. Un simple événement, c'est que j'ai un souvenir de bonheur sûr, confirmé, quand je suis petit. Je ne sais pas quel âge j'ai. Je suis le matin dans le jardin avec des petites voitures en train de jouer dans la terre. Et là, j'ai un sentiment de bonheur très fort. Et d'ailleurs, juste après ce sentiment de bonheur, j'ai un sentiment de tristesse très fort. C'est quand ma mère vient me chercher pour m'amener à la douche. Non pas que j'aime pas la douche, hein, c'est pas ça.
Non, non, non. Mais j'ai un référent de bonheur. Et donc, en montagne, j'ai retrouvé ce référent de bonheur. Le seul moment où je retrouve ce référent de bonheur, c'est en montagne. Quand j'ai planté la patate dans la terre noire, ça m'a rappelé cette joie. Et je me dis, si tu offres ça à une patate, tu dois te l'offrir à toi. Donc, je reviens à mon boulot et je dis à mes clients, bientôt, je vais partir en montagne. Je vais vivre en montagne. Il y a des événements qui se passent et puis finalement, je sais pas comment faire. Et puis, je trouve quelqu'un qui va reprendre mon activité. Et donc, il y a un temps de passation de 3 mois où je lui présente mes clients, etc. Puis là, il y a un événement un peu particulier, c'est ma grand-mère qui fait un AVC. Et quand elle sort de cet AVC que je l'ai aidé à récupérer, j'allais la voir tous les jours, etc. Elle me dit, parce qu'elle est remontée maintenant, elle a quitté ce plan terrestre, hein, elle me dit, on a passé une semaine extraordinaire. Et là, tu vois, ce qui me touche en fait, c'est que je suis dans un rythme. Tu sais, tu as ton rythme professionnel, puis tu as tes rêves et tout, et finalement, tu vois pas les gens que t'aimes. Il a fallu qu'elle fasse cet AVC pour passer du temps avec moi, vraiment. J'allais la voir, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a les gens que t'aimes, il y a un moment où il faut prendre le temps de passer du temps avec eux. C'est pas quand ils sont partis. Donc il y a un mois. Donc les gens, quand j'arrive à mon boulot, ils me disent, il y a un truc qu'on comprend pas chez toi, c'est que tu reviens il y a 1 an en nous disant que tu vas tout quitter, tu vas vivre comme un sauvage dans la montagne, c'est pour ça que tu laisses pousser la barbe. Et là, tu es à 1 mois de partir dans la montagne et tu te la rases. Je leur ai dit, je l'ai fait parce que ma grand-mère me l'a demandé. Donc là, il se passe un truc, c'est qu'on arrive à la passation. Je crois que c'est fin juin. Et putain, ça fait 15 minutes, je vais faire une pause. Je vais me lever des chiottes parce que là, quand je reste trop longtemps comme ça, je peux plus marcher. Ça me coupe le sang. Comme je suis lourd, assis sur les WC, et j'ai pu, dans mon parcours, rester très longtemps, parce que si j'ai bien remarqué un truc, quand t'es en couple ou quoi, hein, c'est que c'est aux chiottes qu'on t'emmerde pas. Mais c'est vrai. C'est parce que aux chiottes, on peut pas te dire, t'as 5 minutes, s'il te plaît, ou on peut pas, non, t'es tranquille aux chiottes. C'est paradoxal. C'est aux chiottes qu'on t'emmerde pas, et pourtant, tu peux pas y rester non plus trop longtemps. Le problème, c'est que j'ai pris cette habitude, et que même si aujourd'hui personne m'emmerde, je reste longtemps au WC. Alors, et moi, le vendredi soir, je remets les clés à Daniel, c'est fini, j'ai tout quitté. Face à ce désir de liberté, je quitte mon travail, même si je dois finir SDF, je ne reviendrai pas dans le système. C'est un moment important. Il faut passer par cette phase-là. Je tiens à dire un truc, un phénomène important là. Je vais me lever, m'essuyer. Je vais éviter de filmer, hein. C'est un peu ça, hein. On va pas tout vous montrer ni tout vous dire. Afin de vérifier si je suis pas en train de saturer dans mon travail, ce qui est le cas. Est-ce que je suis pas en train de fuir? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'assume le chemin vers la liberté, qui va être forcément un chemin qui va se confronter à mes dépendances et non pas au système? À tout de suite, les amis. Ça va faire 35 minutes que je parle, mais j'avais pas allumé la caméra. Enfin, j'avais pas allumé le téléphone. Donc je sais pas où je me suis arrêté, je crois que c'était au WC. Et c'était beau pourtant, j'étais content de ce que je venais de partager. Mais c'est pas grave. Mais j'avais fait un beau passage, putain, j'étais ému, j'ai failli pleurer, quoi. Eh bien non. Hein, c'est ce que j'aime dans ce mode de vie, c'est que justement, je vous disais, dans ce qui n'a pas enregistré, que ma grand-mère, quand elle avait fait son AVC, qu'elle m'avait dit, c'est une superbe semaine qu'on a partagée tous les deux, ce qui m'avait bouleversé, avant son retour à la lumière, c'est qu'il avait fallu, elle soulignait que grâce à cet événement, qui est quand même un événement dramatique, elle n'arrivait pas à parler quand je l'ai récupérée à l'hôpital. Grâce à cet événement dramatique, à ses yeux, elle avait passé du temps avec moi. Et donc c'était précieux. Pour elle, c'était précieux qu'on passe du temps ensemble. Et c'est vrai, et ça l'est précieux pour moi aussi.
Donc mon mode de vie au jour d'aujourd'hui, par la simplicité consentie, cette simplicité volontaire, le fait d'être devenu plus rustique, d'avoir pas besoin de chauffage, je me chauffe au bois, d'avoir l'eau de source, pas faire de faux compromis financiers, et d'être soit avec mon fils, soit avec mes parents, pour eux être proches d'eux sur leurs vieux jours, et mon fils sur ses nouveaux jours. Et moi je suis entre les deux, on va dire il y a deux générations, et moi au milieu je suis un bastion qui peut justement montrer que on peut être heureux avec très peu, et au contraire que la joie d'enfant que j'avais quand j'étais en montagne et qui est présente aujourd'hui dans mon cœur, en mon cœur, et que j'honore en ce sens, c'est que je suis cet élan, je le suis, mais je le suis aussi. C'est-à-dire que entre l'enfant qui joue avec les petites voitures dans la terre et moi aujourd'hui, il n'y a aucun espace et aucun temps face à la joie que je ressentais. Si j'honore ce pourquoi la vie semble m'avoir permis d'être, en étant justement ça, juste ça, présent, le cœur c'est là, et pas dans la tête, pas dans l'idée de ce qu'on pourrait imaginer vouloir être ou un devoir d'être, si on est vraiment présent à chaque instant, avec la joie de sentir la vie en nous, une joie profonde, une joie d'enfant. Mais en tout cas, c'est un moment qu'on a partagé tous les deux, donc on appellera ça, dans la Vendide, on appellera ça un moment de partage. Hein. Et moi, je suis très content de pouvoir partager tout ça avec vous. Bon, bref. Donc, on va arrêter là. Hein. En fait, on va le faire en plusieurs chapitres. Même 5-6 ans après avoir quitté mon travail, je sentais une tension, surtout avec l'arrivée de Johan. Je me disais, il va falloir peut-être que je reprenne mon ancien boulot. Pour lui, pour pas qu'il manque. Parce que moi, ce que je voulais, c'était lui montrer une vie simple, mais pas qu'il sente le manque. Exactement un peu la conclusion qu'il m'a donnée là. C'est pour ça que ça m'a profondément touché. Quand il m'a dit, papa, on est pauvre, mais on manque de rien. Ce que je n'ai pas dit dans la première fois où j'en ai parlé, c'est que, alors je sais plus le nombre, peut-être je le retrouverai, mais Sauvé du parking, on va voir les photos là, a d'abord donné, je crois, 10 ou 12 bébés pommes de terre qui ont été gardés, que j'ai replantés l'année d'après. La récolte a été, je ne sais pas, de 40 ou 50 ou 60 pommes de terre. Et elle a marqué le moment où d'abord en 2009, quand j'ai quitté mon travail, j'ai été à l'endroit où j'avais planté Sauvé du parking, et puis j'ai vécu dans une yourte pendant 1 an, en cherchant une maison en Ariège, puisque c'était l'élan que j'avais dans mon cœur. Comme je ne trouvais pas, j'ai fait une annonce avec un... Je ne sais pas si c'est un Fiat Ducato que j'avais un fourgon aménagé. J'avais marqué échange maison contre fourgon. Et c'est ce qui m'a amené à côté de Montbel. Et cette année-là, les patates ont été plantées sur la terre. J'avais pas de terre là-bas, chez des amis. Et qui ont planté eux-mêmes d'ailleurs les pommes de terre pendant que je faisais des photos. Je devrais peut-être pouvoir les retrouver. Et la récolte a été donnée à leurs parents, qui justement, je crois, cette année-là, n'avaient pas eu de pommes de terre. Et je trouve qu'elles ont été mangées donc. Mais elles ont eu 1, 2, 3 générations, et la 4e a été mangée. Et je trouve ça assez extraordinaire, parce que Sauvé du parking, c'est moi, quelque part. En 2001, j'avais fait un premier arrêt où je voulais vivre dans la nature, mais j'avais constaté que j'avais encore des dépendances et des attraits. Donc, ce que j'ai fait lorsque j'ai failli, j'ai senti que j'allais tout quitter, c'est que de l'année 2008 à 2009, pour confirmer que ce n'était pas une fuite par rapport à une saturation dans mon travail, j'ai appliqué
ce qui m'avait amené à échouer la première fois, c'est-à-dire de vivre déjà de la manière dont j'allais vivre pour pouvoir m'affranchir de certaines dépendances. Donc j'ai fait une année tout en travaillant, en restant tous les week-ends assis sur une chaise pour traverser les variations de mes pensées, les doutes, pas de resto, pas de cinéma, pas de sortie, pas d'alcool, pas de tabac, pas de café et pas de sexualité. Et donc ça m'a permis de me confronter à ce qui ensuite aura été une longue route avec des alternances de reprises et une direction, c'est celle de la vie sauvage. Et les 10 années passées à photographier les animaux m'ont ramené à cet instant auquel on peut s'accorder, qui est là, toujours présent et renouvelé. Pas mémorisé, parce qu'au final on a mémorisé depuis notre naissance des successions de moments présents qui petit à petit ont conditionné notre perception de notre environnement et de ce monde. Mais si progressivement on s'installe dans l'instant, eh bien on s'aperçoit que finalement même nos dépendances, elles sont liées à la mémoire. Parce qu'une fois qu'on quitte l'alcool, le tabac, le café, ou la viande ou le poisson, progressivement on perd ce qu'était le goût de ces aliments. On se souvient qu'on les aimait, voire même qu'ils nous manquent. Mais c'est dans l'instant que peut se dissoudre le passé, afin qu'on évite de le reproduire dans le futur. Cette flamme de l'attention est ce qui va, dans ce mode de vie, permettre de revivre à chaque instant à la fois la mort de l'instant qui vient de se produire et ce renouveau qui est permanent. Voilà. Et donc là, on peut quitter nos dépendances. Mais si on change de mode de vie pour fuir un système qui finalement est devenu nocif à cause de nos dépendances, eh bien, on est rattrapé. Si c'est pour boire des bières ici, fumer, ça me ramène au commerce. Si je veux rester tranquille, il faut que l'eau soit ma boisson, le végétal mon alimentation, et le bois, la forêt, mon refuge. C'est vers cet état sauvage qui n'exclut pas le modernisme, mais qui ne l'entretient pas par mes dépendances. Parce que si chaque personne s'affranchissait de ses dépendances, eh bien, le système tel qu'on le connaît ne pourrait pas continuer à produire autant. Parce qu'arrêter le sucre, c'est pas facile, le chocolat aussi, le pain aussi. Mais au final, si on reprend tout depuis l'instant, quand on a faim, on est content de manger. Et si c'est que des pâtes, c'est que des pâtes. C'est parce qu'on a l'habitude de s'offrir des privilèges auxquels on crée une dépendance. Cette dépendance, elle nous demande de travailler pour se le payer. Et ce confort que l'on se paye, ensuite on rejette la faute sur un système qui finalement est entretenu par une multitude de nous. Mais si nous changeons, si nous montrons aux générations à venir que nous avons des regrets d'avoir consommé trop, d'avoir contribué à détruire 68% de la faune sauvage par une consommation que nos parents ont débuté, et que nous sommes à 50 ans, je me sens à la charnière d'un monde qui se perd dans le modernisme, dans l'ultra virtuel, ou alors d'un rejet d'un système qui finalement n'est ni... On ne peut pas réformer l'ancien, on peut juste, à mon sens, créer du nouveau. Et bien, le jour où j'ai ramassé cette patate sur le parking, sauvé du parking, en fait, je suis sorti de mon travail. On avait eu cette discussion 2 ou 3 jours avant avec Patrick qui disait « Moi aussi, je voudrais arrêter, mais je suis tenu. »
Et il me disait, tu vois, puisque j'étais habillé en rouge, t'es plus con que ce poisson rouge qui, lui, il cherche toute la journée une sortie. Et l'endroit où j'étais, la salle de muscu où j'étais, c'était tout vitré. On aurait dit un aquarium. C'était trop vrai. C'était trop chouette, ce moment-là. Et t'es plus con qu'un poisson rouge, il me disait, parce que bah, tu dis que tu veux t'échapper, mais en fait, toi, tous les jours, tu rentres. Alors que lui, il voudrait se barrer de son bocal et il reviendrait pas. Et d'ailleurs, je lui avais dit ce jour-là, fais attention, je risque de me barrer avant que toi, tu foutes tout en l'air. Et à ce moment-là, sauver du parking arrive, cette pomme de terre, quand on dit ben, j'ai changé de mode de vie à cause d'une pomme de terre et d'un poisson rouge, bien sûr que ça peut paraître un peu niais de l'extérieur. En fait, bien sûr que c'est un processus lentement préparé. Mais en fait, c'est quelque chose qui a été déclencheur de se dire mais comment ça se fait que tu vas planter cette pomme de terre en montagne et que toi tu continues à vivre en ville? Pourquoi? Pour gagner plus d'argent. Parce qu'en fait, c'est un leurre. C'est pas en gagnant plus qu'on va pouvoir avoir du matériel pour notre autonomie. Notre autonomie, c'est une quête. En fait, on est profondément dépendant de la vie. Et vu qu'on est profondément dépendant de la vie, ben, on doit en accepter qu'on va en avoir des cadeaux. Sur ce chemin, on a des cadeaux, on a de belles rencontres. Parce qu'on est réceptif. Si tu vis seul, tu es attentif quand tu rencontres quelqu'un. Comme en montagne. En montagne, chaque fois que je rencontrais quelqu'un, que ça faisait une semaine que j'avais vu personne, ben, j'écoutais ses paroles, je m'intéressais à cette personne qui m'était donnée de rencontrer. Parce que dans ce mode de vie nomade, eh ben, quand on rencontre des gens, on ne les choisit pas. Ils sont là, à cet endroit-là, à ce moment-là, comme en montagne. Et heureusement qu'on ne les choisit pas, parce qu'en fait, des fois, on ne les choisirait pas au premier aspect. Et souvent, on est d'ailleurs dans des groupes de musique, des groupes de professionnels. On a nos habitudes et on a notre sensibilité, nos profils qu'on recherche. Et au final, eh ben, on rencontre des doubles de nous-mêmes qui nous font écho. Mais là, dans ce mode de vie, tu rencontres des gens qui ne te font pas écho du tout, parfois. Et tu as des images qui sont... Moi, je vois, par exemple, la première fois qu'on m'a dit que mon camion était extraordinaire, c'était 2 SDF. Et bien sûr pour eux, il était extraordinaire. Quand tu es dans la rue, tu aimerais avoir un camion comme le mien, avec un poêle à bois. Ils l'ont vu de suite qu'il y avait un poêle à bois. Et j'ai trouvé ça charmant. Et je leur ai dit, mais oui, il est chouette, je suis content de l'avoir. Une fois aussi, j'étais assis, quand je travaillais à Narbonne, je discutais avec certains SDF, et une fois, je suis allé un dimanche matin, c'était avant la messe, je me suis assis avec lui en charrette. Et je me suis rendu compte que au moment où les gens arrivaient pour aller à la messe, ils me donnaient autant à moi qu'à lui, si ce n'est plus à moi, parce que ce jour-là, j'ai attiré plus de pièces que je lui redonnais ensuite. Hein. Après, on m'a donné, j'ai eu une rencontre aussi en 2001 quand j'avais fait cette première tentative d'arrêt de professionnel. J'avais des gens qui m'avaient, c'était le passage à l'euro. J'étais allé à la gare, j'allais chercher quelqu'un et moi j'avais pris une pochette d'euros pour avoir le franc et l'euro et m'exercer. Et d'un coup, je suis allé boire un café dans un bar en attendant à la gare où finalement eux, ils avaient basculé à l'euro. Et il y avait un couple de personnes âgées à côté qui, d'un coup, quand ils ont bu leur café et tout, les gens, au moment de payer, ils leur disent mais non, on ne prend plus les francs. Et donc ils sont gênés. Mais comment on fait et tout? Donc je me lève et je dis ben, si vous voulez, je vous le paye, vous me le donnez en francs. J'ai des euros. Et voilà, ça se passe comme ça. C'est moi qui paye. Eux, ils viennent et puis ils me donnent en francs. Et puis après, avant de partir, ils viennent, ils me donnent un euro, un franc, 10 francs, un truc comme ça, en plus. Et ils me disent, on a été très touchés par ce que vous venez de faire, et si vous ne savez pas où dormir ce soir, eh ben, sachez que vous êtes le bienvenu chez nous. Et j'ai trouvé ça touchant parce que c'était mon aspect alimentaire, mon aspect habit qui leur donnait l'impression que j'étais SDF, et finalement, c'était pas le cas, mais c'était touchant. Ces cœurs qui s'ouvrent à des moments. De notre côté, ce mode de vie, ce que j'ai constaté et que j'adore, c'est que finalement, ben, si tu es bien fringué dans une belle bagnole avec une belle maison, tu vas attirer des gens, et que si tu es dans un camion pourri, mal fringué, eh ben, il y a plein de gens qui vont se détourner. Et c'est génial, c'est un peu comme un filtre à gravité. Au final, ça te sépare des microbes, c'est-à-dire que ça purifie tes relations. Tu en as moins, forcément, mais les relations que tu as, elles sont vivantes. Et cette vie-là, cette vie, elle est vivante, tu sens la vie, tu es libre,
libre de diminuer tes besoins, libre de revenir vers le sauvage. Pas contraint à ça, tu vois. Tu peux pas le supporter si c'est pas quelque chose qui est profond en toi, qui est un élan réel. Parce qu'au moment où tu vas tomber les dents, ou que tu as mal aux dents ou quoi, ben c'est là que tu vas pas voir le dentiste, et puis c'est là que tu remets en question ce mode de vie. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt à affronter certains aspects que les animaux traversent, hein? Parce que quand tu as mal quelque part, tu te prends pas la tête avec est-ce que tu vas faire la semaine prochaine, tu veux plus avoir mal. En fait, on est devenus des capricieux. On a énormément, alors qu'il y a plein de peuples encore, au moment où je parle, qui souffrent, des enfants qui n'ont pas de quoi manger. Et nous, on se plaint parce que la télé est en panne ou parce qu'il fait froid dans notre appartement. On a perdu le sens du vrai. Et d'ailleurs, on se la joue. Tu vas avoir des gens qui sont des pervers pas possibles, qui arrivent avec des grosses bagnoles et on les prend en photo. Et tu as des mecs qui sont SDF parce qu'ils sont trop sensibles et qu'ils ont tout perdu, ou qui sont malades, ou qui veulent plus vivre comme ça. Ils veulent plus vivre et cautionner ça. Et qui ont tout donné à leurs enfants parfois. Et je vais finir avec ça, c'est la phrase que Johan m'a donné l'autre fois et que j'ai trouvé un résumé extraordinaire de cette simplicité volontaire que j'aurais tendance à appeler, c'est papa, on est pauvre mais on manque de rien. Et je trouve ça un résumé extraordinaire parce que au final la pauvreté ça serait plutôt rattaché au fait de manquer. Et de fait il y a eu des pauvres depuis que l'humanité existe, des gens qui ont manqué et puis qui ont vu autour d'eux que d'autres avaient. Mais quand un enfant me dit aujourd'hui on est pauvre papa mais on manque de rien, moi je trouve ça extraordinaire. C'est un cadeau immense qui s'est pas rendu compte, mais qui m'a fait mon fils en me disant ça, parce que bien sûr que je veux lui montrer ce qu'est la pauvreté, parce que pour moi la pauvreté c'est la capacité de reconnaître que tout est don. Parce qu'on respire, notre immunité, toutes nos fonctions vitales, toutes les interactions dans notre organisme, de chaque organe et de tous ces systèmes, si on devait les réguler, ne serait-ce que une seconde, je ne crois pas m'avancer de trop en disant ça, une seconde mentalement, la régulation du rythme cardiaque, les échanges gazeux avec l'oxygène, le dioxyde de carbone, le flux sanguin et tout, si on devait réguler tout ce que régule la vie en nous, en une seconde on mourrait. On ne pourrait pas, il y a trop de choses qui nous sont offertes et le pauvre reconnaît que tout est don, alors que le riche croit que tout est dû. Et pour moi, quand je vois quelqu'un qui s'identifie à son avoir, ça me fait mal au cœur en fait, beaucoup plus que quelqu'un qui a la conscience de sa pauvreté. Parce que je me dis, il s'est perdu. C'est un peu comme un canard, tu vois, c'est comme un canard, et puis moi je me suis perdu, hein. À un moment je me suis identifié à mon corps par exemple, en étant champion de France de culturisme, j'ai bien vu que l'instant d'avant personne ne croyait en moi, et quand j'ai été champion de France, il y a des gens qui venaient me parler, je trouvais ça tellement bidon que j'ai dit un jour il faudra que je fasse le deuil de ce corps. J'étais trop identifié, ça faisait 10 ans que je m'entraînais, ou 12 ans, et c'était mon métier en plus, donc il y a un moment où tu as envie de vérité, et pas des rapports faux, et surtout pas des rapports faux avec toi-même. Donc il faut trouver qui tu es, quelle est la place, un peu comme un témoin neutre qui va pouvoir percevoir ce que tu n'es pas, ce qui est changeant, ce qui fluctue, et non pas la réalité immuable que tu peux percevoir au cœur de l'instant de ta présence, sans partir dans quelque chose qui puisse paraître barré. Mais si tu ne sais pas qui tu es, si tu peux pas, donc, depuis qui tu es, percevoir ce que tu n'es pas, et que tu t'identifies avec vitesse à tout ce qui se manifeste en toi, mais tu ne peux pas trouver la paix. C'est un dépouillement, comme un oignon, pour arriver à finalement
à la réalité de qui tu es, qui elle est paisible et joyeuse et innocente. Tu sais, c'est comme un chien. Quand je suis avec petit Pépère, tout de suite il est content. Chaque instant, tu le réveilles en plein milieu de la nuit, il va pas te dire putain, mais demain je bosse. Non, il s'en fout. Il sait que il est là, il est vivant. Il sort avec toi. Tu te rends compte, il sort avec toi, le chien. Je dis le chien pour ceux qui ne connaissent pas petit Pépère. Il sort avec toi. Tu pars pour toujours. Il aura plus son lit, il aura plus sa gamelle. Et bien il te suit pour toujours. Et il dormira par terre dans le fossé, même trempe. Et il te fera une bise. Et il te fera un câlin. Nous, on s'est fragilisé corporellement avec l'augmentation du confort. Et en plus, on a fait quelque chose de dramatique. C'est qu'on a évalué au premier coup d'œil la potentialité de l'importance de quelqu'un à son avoir. Alors que c'est bidon. Tu vas faire des courbettes alors à un pédophile qui s'est enrichi en vendant des enfants. Enfin, soyons sérieux. Alors, pourquoi la plupart du temps les gens sont faux culs? Parce qu'ils sont tous plus ou moins tenus par les coucougnettes et qu'ils ont, ils ont envie de maintenir leur travail, avoir leur réputation en fait. Mais quand tu n'as plus de réputation, quand au contraire on peut dire tout et n'importe quoi sur toi, au final tu peux faire ce que tu veux. Et tu t'aperçois que finalement, bon, avant de partir on m'a dit mais attention, quitter une clientèle comme ça, c'est le risque de ne pas pouvoir revenir. Mais j'ai dit mais je compte pas revenir. J'ai fait mon temps. Le risque de ne pas être capable de voir que tout est don, ben c'est le risque de passer à côté de ce qu'on perçoit tout de suite en forêt, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un tout. Tu vois, là, la cabane, quand il fait vraiment du vent, elle secoue. Eh ben, je me sens protégé par les arbres. Pourtant, on pourrait dire, il suffit qu'un arbre tombe et elle t'écrase. Mais en fait, je me sens presque dans une communauté, tellement que c'est vivant. C'est un privilège. Et je vais finir avec ça, ça va être long, mais c'est pas grave. Je vais finir avec le fait de dire que même 5-6 ans après avoir quitté mon travail, je sentais une tension, surtout avec l'arrivée de Johan. Je me disais, il va falloir peut-être que je reprenne mon ancien boulot. Pour lui, pour pas qu'il manque. Parce que moi, ce que je voulais, c'était lui montrer une vie simple, mais pas qu'il sente le manque. Exactement un peu la conclusion qu'il m'a donnée là. C'est pour ça que ça m'a profondément touché. Quand il m'a dit, papa, on est pauvre, mais on manque de rien. Et ça m'a touché parce que c'est exactement ce que je veux lui montrer. Je veux qu'il vive dans un environnement dépouillé. Quand il vient, je reçois mon fils dans la cabane ou dans le camion. Mais je veux pas qu'il ait le sentiment de manquer quelque chose. Il va pas faire les corvées d'aller vider les WC secs. Il m'aide, hein, on coupe du bois et tout. Ça doit rester ludique. Parce que à ce moment-là, avant la sortie du film Suis ton chemin, je me disais, je risque, si je continue avec la photo animalière, je ne vais pas arriver. Et donc, c'est grâce à Johan qui, en se promenant avec lui, parce qu'avec la construction de la maison, je trouvais que j'avais pas passé assez de temps avec. En se promenant avec lui, on est resté longtemps à jouer avec les petits cailloux dans la terre, à la sortie de l'Esparou. Et j'ai entendu le chant du cincle. D'ailleurs, je ne savais même pas le nommer. Mais je savais, j'avais lu un reportage sur cet oiseau et j'ai pu dire ça doit être lui, mais je ne savais pas le nommer. Et en fait, on vient de finir la maison de l'Esparou, ça doit être... peut-être avant le printemps 2004. Je sais pas. Bah si, ça doit être au printemps 2015, puisque j'ai attaqué directement à essayer d'avoir des images, et après j'ai foncé tête baissée pour dire bon ben allez,
soit je reprends mon boulot, soit je mets toutes les cartouches même financières que j'ai pour faire ce film. Et on s'aperçoit d'ailleurs que sur la vente du film, c'est des dons, surtout, avant et après le film. Plus que, ou autant que les ventes, plus que les ventes même. Notamment d'une personne qui n'est plus et qui a été chère à mon cœur et qui a aidé d'une manière très touchante. Mais à ce moment-là, un jour, j'ai quelque chose qui me frappe, c'est que je suis en train de, et qui est déterminant, parce que j'avais pas encore libéré la peur du manque. Je suis là en train de photographier des oiseaux, je crois que je suis dans un champ avec des buses. Et d'un coup, la phrase me vient, tu veux la liberté de ces animaux que tu photographies, mais tu veux pas renoncer à la sécurité. Et en fait, c'est un peu comme si j'étais écartolé. C'est un bon lapsus parce que j'adore écarteler. Écartelé. J'étais écartelé entre la peur du manque et l'envie de la liberté. Et qu'est-ce qui m'est venu? Il m'est venu une image d'abord. C'est que je donnais à cette époque à peu près 150 kilos de tournesol aux oiseaux. Et d'ailleurs une femme un jour m'a dit, on habite le haut de l'Esparrou, je viens de discuter avec une voisine et dire que tous les chardonnerets avaient disparu. Et je suis venu passer devant chez vous avec mon appareil photo et j'ai vu qu'il y en avait plus de 200 sur les arbres autour de vous qui viennent manger à vos mangeoires. Donc d'abord je suis content, mais je sais où ils sont. Donc j'ai donné près de 150 kilos de tournesol pour les oiseaux du jardin. Et d'un coup, quand j'ai cette phrase qui me vient sur les animaux sauvages, il y a cette image qui me vient de la mangeoire. Et je me suis dit, mais voilà, si je veux être libre, ben je dois abandonner la certitude de la sécurité. Par contre, je dois faire confiance en la vie pour qu'elle me guide à la fois vers le dépouillement de mes illusions et en même temps vers des cadeaux qui me permettront d'accomplir ce que je dois accomplir et puis de vivre heureux et ça pourvoira. Et ça s'est passé. Il y a eu des dons très touchants. Et donc d'un coup, j'ai basculé dans la confiance. Mais avec la direction du retour au sauvage. Je garde contact avec le monde matériel. J'administre, on va dire, les biens, mais sans les posséder. Je les administre pour les laisser à Johan. Et je jouis, ça m'aide à avancer. Mais dans ma relation aux autres, je suis pauvre. Et dans ma relation aux vivants. Donc si on est pauvre, on ne sait même pas si on sera vivant le lendemain, parce que la vie peut nous être enlevée. On ne la possède pas. C'est pas ma vie. Alors c'est très touchant, parce que c'est comme si tu revenais à chaque instant sur cette planète, que tu regardes le monde touché et bouleversé. Et en même temps c'est puissant, parce que ça t'amène à te confronter à tes illusions et elles s'effondrent pour plus de liberté. Et tes dépendances te quittent. C'est même pas toi qui les quittes, c'est que tu peux plus les assouvir sans sentir que tu t'éloignes du sauvage. Et la cabane, c'est un refuge dans les arbres. Et le camion, c'est un refuge dans notre monde. C'est-à-dire qu'avec le camion, je vais traverser des villes et des villages. La cabane, c'est avec mes amis les arbres et les oiseaux. C'est un baume au cœur. Et cette vidéo là, ça fait 27 minutes que je parle, je vais arrêter la pause. Et surtout, je pense que ça sera à la suite de j'ai changé de vie avec Sauver du parking. C'est sorti comme ça, on verra si je coupe certains petits moments. Et puis je voulais le partager. Et je partagerai sur ce plan là encore. Parce que je vois bien qu'il y a des personnes qui cherchent la liberté et qui sont pétries de peur par rapport à la sécurité.
va continuer la planchette, parce que là, on va bousiller le défi planchette. Bon, c'est un défi planchette de 8 heures. J'aurais pas peut-être fait 8 heures complètement à la planchette, parce qu'il y a une logistique un peu autour. Mais bon, j'ai consacré 8 heures autour de la planchette. Puis on n'est pas non plus à l'usine. Je vais ramener cette planchette qui était mélangée à celles qui doivent être brûlées. Je vais mettre 1 ou 2 troncs qui vont attendre. Quand il va faire nuit, je vais revenir pour préparer la soirée ici et manger là. Et je vous dis à plus, les amis.